if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, my love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Paris Retail Week 2023. Vous êtes dans la salle plénière, je suis Marc-Antoine, votre maître de cérémonie. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous ici. Bienvenue, nous avons une très belle matinée, très belle journée. Nous avons eu une excellente journée hier avec un contenu très vaste, très dense, très intense avec les Paris Retail Awards. Je vous invite à découvrir nos finalistes et les lauréats, si vous ne l'avez pas encore fait, qui sont dans l'allée qui se situe juste ici. Ils ont plein de solutions et ils sont nos finalistes, donc nos petits chouchous de cette édition. Ce matin, nous allons avoir une présentation de l'étude La FEVAD et KPMG. Nous allons avoir aussi une session mentoring sur le commerce omnicanal et à 12h30, une keynote exceptionnelle par la société Values. Je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, démarrons notre matinée. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement le délégué général de la FEVAD, Marc Lolivier. Merci beaucoup Marc-Antoine pour cet accueil et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour cette conférence proposée par la FEVAD et KPMG au cœur de cette Paris Retail Week qui réunit chaque année l'ensemble des professionnels du commerce et du e-commerce. Et donc ce matin, on a choisi de vous présenter notre toute dernière étude, FEVAD KPMG. Vous savez que chaque année, la FEVAD et KPMG s'associent pour travailler ensemble sur une grande étude thématique. Après l'IA, après l'emploi, après la RSE, après la seconde main. Cette année, on a décidé de s'intéresser à la génération Z. Alors, pourquoi la génération Z? Eh bien, au moins pour 3 raisons. La première, c'est que c'est une génération qui consomme beaucoup sur Internet, beaucoup plus que leurs aînés. Vous allez voir les chiffres, c'est impressionnant. On peut dire que c'est une génération qui est accro au e-commerce. C'est une génération qui aujourd'hui représente à peu près 12% de la population active. On estime qu'en 2030, ils représenteront un tiers des actifs et que leur pouvoir d'achat va être multiplié par 10 et leurs dépenses devraient dépasser la barre des 200 milliards. Et puis, c'est une génération qui bouleverse, qui bouscule un peu les habitudes de consommation. C'est ce qu'on appelle des early adopters, notamment sur Internet. C'est une génération qui est née dans un monde numérisé. La précédente, la génération Y, avait grandi avec Internet. Cette génération n'a pas connu le monde avant Internet. Donc vous l'aurez compris, s'intéresser à la Gen Z, c'est s'intéresser à demain. Et demain, ça se prépare aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette étude est pour nous très importante. Et vous allez pouvoir dans quelques instants découvrir les résultats de cette étude qui a demandé plusieurs mois de travail avec les experts de KPMG qui viendront vous présenter les principaux enseignements et enseignants qui vont vous enseigner les principaux enseignements. Et puis, à l'issue de cette présentation, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde avec des professionnels qui ont déjà commencé à anticiper, qui préparent l'arrivée de cette nouvelle clientèle, de cette Gen Z, et qui vont vous commenter ces résultats, vous livrer leur analyse et puis aussi leurs conseils, à vous qui êtes des professionnels du commerce, sur la manière de séduire, la manière de conquérir, la manière de fidéliser cette Gen Z. Voilà, alors sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite aux résultats de cette enquête étude FEVAD KPMG sur la Gen Z. Et j'appelle à me rejoindre à mes côtés Géraldine Chevalier et François-Xavier Leroux, sous vos applaudissements, qui vont venir me rejoindre et donc vous présenter les résultats de cette étude. Alors, François-Xavier, Géraldine, comment voulez-vous installer? On se met là, voilà, vous installez-vous. Donc c'est une étude qui a demandé pas mal de mois de travail avec vos équipes. Je crois qu'on a tous hâte de découvrir les résultats. Donc je vous laisse la parole et puis on reviendra après sur ces résultats. Tout à fait. Merci beaucoup et merci à l'équipe qui a travaillé sur ce beau sujet. Géraldine, je te laisse merci à tous. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 3e journée de la Paris Retail Week pour vous parler donc de cette étude. Donc, comme l'a rappelé Marc, nous sommes partenaires de la FEVAD depuis plusieurs années.
Chaque année, nous étudions les tendances du e-commerce au travers d'une part d'un challenge de start-up, le challenge Start Me Up, qui permet d'identifier les solutions e-commerce de l'année, et d'autre part au travers d'une étude en lien avec le e-commerce et l'innovation. Donc, comme l'évoquait Marc, on a étudié la RSE, on a étudié la seconde main. Cette année, la Gen Z. Comment on a procédé? On a notamment interviewé des grands acteurs du secteur du e-commerce pour comprendre leur façon de fonctionner et la façon dont ils se transforment pour répondre aux attentes de la Gen Z. Alors, pourquoi avoir choisi de parler de la Gen Z? Eh bien parce que, comme tu l'as rappelé, Marc, c'est une génération qui bouscule les codes, qui fait bouger les lignes et qui impose son rythme et qui nous invite tous à nous transformer et à adopter de nouvelles façons de consommer. Donc, on va voir tout à l'heure comment les e-commerçants sont amenés à évoluer, à se transformer, quand bien même ils ont continué à innover. Le e-commerce est né à peu près en même temps que la Gen Z. L'innovation a toujours été là, mais là, effectivement, il y a peut-être de nouveaux tournants à prendre. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Mais avant cela, François-Xavier, il est important qu'on sache de qui on parle, qui est cette génération Z, dont un certain nombre sont présents aujourd'hui parmi nous. Comment la définir? Tout à fait. Alors peut-être qu'on peut commencer par une petite frise pour resituer cette génération Z par rapport à ceux que l'on connaissait. Les baby boomers, effectivement, c'est une génération qu'on a tous en tête. Puis la génération X, la génération Y qui a tant fait parler d'elle, les millennials. Et puis cette génération Z, ils ont globalement entre 13 et 25-26 ans aujourd'hui. Ce sont nos jeunes collègues, ce sont nos enfants pour certains. On les côtoie, ils sont assez vocaux et il est effectivement nécessaire de les entendre et de s'adapter à leur comportement. Tu le disais, Marc, ils représentent aujourd'hui une petite partie de la population active, mais les choses vont naturellement très vite. Et donc 26% d'ici 2030, ils seront donc quasi majoritaires très vite en tant que consommateurs et acheteurs, ce qui intéresse naturellement les e-commerçants. Il est nécessaire de s'adapter à tout cela. Pour la génération alpha, donc née après 2010, on en reparlera d'ici quelques années, Marc. On reviendra. Alors, cette génération Z, ce qui la caractérise, on a remis quelques éléments. Finalement, elle a des codes qui peuvent différer des autres, d'un point de vue culturel, d'un point de vue éthique, d'un point de vue sociétal, et puis aussi quelques éléments conjoncturels. D'un point de vue culturel, tu l'as dit, Marc, ils sont nés avec Internet, avec le smartphone. Ils ont toujours connu l'e-commerce, donc il n'y a pas de transition, c'est juste naturel. Les e-commerçants, on l'a dit, ont pour la plupart le même âge que ces clients de Gen Z, qu'on parle des pure players ou des activités digitales des grands groupes. Elle est plus sensible que n'importe quelle autre génération aux transformations environnementales et sociétales qui nous touchent, c'est évidemment leur avenir. Elle est également très très friande d'informations, de partage, de communication avec son environnement. Et puis, d'un point de vue conjoncturel, alors c'est naturellement vrai pour toute la population, une certaine sensibilité par rapport au pouvoir d'achat et au prix. C'est aussi vrai pour cette population qui, naturellement, peu active pour le moment, pas mal étudiante, fait attention à son pouvoir d'achat, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, cette génération est adepte de l'e-commerce, quelques éléments ici. 97% de cette génération Z a un avis, un sentiment très positif vis-à-vis de l'e-commerce. C'est un non-sujet en fait. Ils l'ont toujours connu, ils accompagnent le développement de l'e-commerce, ils s'y adaptent, les e-commerçants s'adaptent à leurs attentes aussi, donc c'est un non-sujet. Je vois que les chiffres ont un peu sauté. 40% de la génération Z réalise ses achats quotidiennement sur Internet, ce qui est bien plus que le reste de la population. C'est presque 2 fois plus. C'est presque 2 fois plus que le reste de la population. Donc on est là dans quelque chose de très naturel, c'est une habitude. Ce qui est le plus important, me semble-t-il, c'est, on parle beaucoup d'e-commerce, mais en fait, la génération Z
utilise du m-commerce. Donc vous le connaissez tous, mais c'est l'e-commerce depuis le mobile. Et effectivement, le mobile est leur principal point d'accès à Internet. Ils font tout depuis le mobile. Et donc ils sont 75% des 12-25 ans à utiliser le mobile comme point d'entrée pour l'e-commerce, ce qui est là encore bien plus que le reste de la population active, même si les choses évoluent d'année en année, et la FEVAD nous rend compte de ces éléments. C'est 53% pour le reste de la population. On va le voir dans les éléments, mais 75% d'utilisation en m-commerce, ça veut dire qu'effectivement, tout doit être adapté, pensé pour le mobile, du paiement aux données, à l'ensemble des éléments qui font un bon parcours client. Le mobile qui est aussi utilisé en magasin d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Donc effectivement, on s'est penché sur la façon dont les e-commerçants doivent s'adapter pour comprendre les attentes de la Gen Z et y répondre. Et effectivement, quelles sont en fait ces attentes? On les a, on va dire, réunies par grandes thématiques que vous voyez ici. Donc d'une part, la communication, c'est une génération, on va le voir un peu plus en détail, qui est vocale, qui aime échanger, qui aime partager avec sa communauté. Donc des modes de communication qui se transforment, des attentes en termes d'efficacité, de praticité, des fortes attentes également en termes d'émotion, en termes d'expérience. Elle ne veut pas se contenter d'un parcours simple, elle veut aussi vivre des expériences. Et enfin, on l'a évoqué, une forte sensibilité à l'éco-responsabilité. Alors, tout d'abord, François-Xavier, un focus sur leurs attentes en termes de communication. Alors, ce qui est important pour cette génération Z, c'est l'authenticité, c'est la transparence. Ça, on ne peut même pas négocier par rapport à cela. Ça fait partie de leurs valeurs cardinales. Et donc, vous, e-commerçants, devez être irréprochables dans votre communication, dans la transparence. C'est aussi la génération Z, c'est aussi la génération des réseaux sociaux. Donc, les codes ont évolué et ça nécessite pour l'ensemble des e-commerçants de faire évoluer la façon dont ils communiquent, dont ils interagissent avec cette cible et d'adapter finalement une grande partie de leurs organisations. Ce sont des nouveaux formats. Bien évidemment, on dit souvent snackable pour s'adapter aux réseaux sociaux, complètement vidéo aujourd'hui, plus live, plus immersif. Donc là, une vraie réflexion à avoir sur vos stratégies de contenu, vos stratégies d'acquisition et de transformation. C'est naturellement les stratégies d'influence. Ils sont vocaux, ils communiquent, ils sont liés à leur communauté. Il faut réfléchir à ces stratégies d'influenceurs. C'est évidemment votre community manager, c'est les nano-influenceurs, c'est l'utilisation de l'UGC, donc User Generated Content, qui permet finalement de nourrir ces communautés et aider à la transformation. Et puis, il y a ce qu'on voit aussi se développer de plus en plus, notamment sur le marché asiatique, avec le phénomène des super apps. Ces super apps, c'est intéressant parce que l'on va retrouver finalement dans une même app une marketplace, une place de marché, des moyens de paiement, des messageries et un média. De plus en plus, on voit bien que la boucle est bouclée et que l'e-commerce s'intègre dans la vie quotidienne de cette génération Z. C'est un peu un tout en un, quoi. Un tout en un. Alors, des fortes attentes nouvelles en termes de communication, des fortes attentes également en termes de praticité, de simplicité, ce qui impose aux e-commerçants de vraiment poser leur parcours client de la façon la plus simple et linéaire possible. Donc, notamment en termes de facilité de paiement, la génération Z apprécie tout particulièrement de pouvoir bénéficier de facilités directement pendant son parcours client. Donc, par exemple, Zalando, que vous aurez le plaisir d'écouter tout à l'heure, témoignait du fait que Zalando propose sur son site la possibilité de commander des produits et de les payer uniquement dans un délai de 30 jours en fonction de ceux qu'on garde ou pas. Donc on ne paye les produits uniquement qu'on a décidé de conserver. Également, des sociétés comme PayPal, comme Klarna proposent des facilités de paiement, ce qu'on appelle le Buy Now, Pay Later, donc la possibilité pour le consommateur de payer en plusieurs fois sans frais ou avec des frais très réduits. Et ça, c'est une facilité qu'apprécie beaucoup la Gen Z. En plus, cela vient répondre à ses attentes en termes de gestion de son pouvoir d'achat. Également, des fortes attentes de sa part en termes de mode de livraison. L'idée, c'est que ce soit simple, que ce soit facile. Pouvoir changer facilement son adresse de livraison
l'horaire de la livraison, pouvoir suivre son colis en quelques clics seulement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose maintenant qui est un prérequis pour répondre à ces attentes. Enfin, un focus sur la gestion des données personnelles. C'est vrai que pour les générations précédentes, c'est un sujet qui était extrêmement associé à la sécurité des données. C'était vraiment le prérequis pour les générations précédentes, c'était est-ce que mes données sont bien protégées. Aujourd'hui, la génération Z, ce qu'elle attend avant tout, c'est que ce soit facile. Et Francis Barrel, que vous aurez plaisir d'écouter tout à l'heure de PayPal, nous témoignait du fait que ce que la génération Z apprécie tout particulièrement chez PayPal, c'est qu'on enregistre ces données une fois et ça permet de consommer sur une multitude de sites sans avoir à renseigner à nouveau ces données. Donc vraiment, cette notion de fluidité du parcours client, elle est fondamentale. Mais une fois qu'on a dit ça, elle est fondamentale, mais elle n'est pas suffisante. C'est vrai que plus on parle de parcours client simplifié, plus on a tendance à linéariser un petit peu les expériences d'achat. Et la génération Z, elle attend aussi de vivre des expériences, de vivre des émotions. C'est une génération qui, à l'âge où on a envie de sortir, de voir ses amis, de faire la fête, a été confinée pendant 2 ans et qui est donc en forte attente de vivre des expériences. Alors ces expériences, elles peuvent passer donc par le online et en magasin. C'est une génération, on a beaucoup parlé du digital, mais qui apprécie d'aller en magasin. Donc pour les acteurs du click and mortar, ne pas oublier de bien gérer son omnicanalité. Mais sur le online, par exemple, Snapchat nous a témoigné du fait qu'il propose aux consommateurs le Virtual Try-On, donc la possibilité d'essayer avec la réalité augmentée le produit chez soi. Et ça a énormément de vertus. D'une part, ça augmente le nombre d'achats, et d'autre part, ça diminue significativement le taux de retour également. Donc, expérience en ligne, gamification, c'est une population qui aime jouer, qui aime qu'on lui propose des activités divertissantes et qui aime partager avec sa communauté. Donc c'est vrai que des jeux où elle peut se challenger avec d'autres clients de la marque, c'est quelque chose qui séduit beaucoup. A fortiori, si la marque propose à l'issue de ces jeux de pouvoir gagner des produits exclusifs, c'est quelque chose qui séduit beaucoup également la génération Z. Et enfin, pour terminer, c'est une génération qui aime les expériences live. Et c'est vrai que, par exemple, le live shopping va permettre d'insuffler une certaine humanité dans le monde digital. Et c'est quelque chose qui est très largement recherché par cette génération. Donc, on a parlé communication, praticité et simplicité du parcours client, recherche d'expérience. Il reste une thématique importante, on l'a déjà évoquée, pour la génération Z, c'est l'éco-responsabilité, François-Xavier. Alors tout à fait, l'éco-responsabilité, on l'a dit, c'est juste clé aujourd'hui. Ça doit être un enjeu majeur pour l'ensemble des e-commerçants. Ça prend différentes formes, cette éco-responsabilité. En fait, j'aurais tendance à dire qu'au-delà de la façade et l'affichage, qui est certes un petit peu nécessaire, il y a une transformation majeure de vos activités. C'est tout d'abord repenser quasiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Depuis la conception des produits jusqu'à leur livraison, l'ensemble des activités doivent être adaptées avec des nouveaux codes de façon à s'adapter à ces attentes-là. C'est aussi des nouveaux services. On a parlé l'année dernière de la seconde main, qui a été un thème très important. C'est aussi la location. On a récompensé tout un tas de startups autour de ces services de location. Donc derrière cela, il y a des vrais business models. Certains se cherchent encore pour attaquer ou trouver leur place sur le marché. Ce qui est sûr, c'est que pour la Gen Z, ça fait partie des must-have aujourd'hui et la plupart des e-commerçants réfléchissent à développer ces offres qui peut-être deviendront majeures demain. En synthèse, sur ce sujet d'éco-responsabilité, chez KPMG, on fait tous les ans des études autour de l'expérience client et il y a une valeur qui est assez clé, c'est l'intégrité. Entre ma proposition de valeur, ma promesse de marque et ce que je retrouve dans mon parcours client, il ne faut pas qu'il y ait de décalage, il faut que tout soit conforme. C'est cette valeur, l'intégrité, c'est un peu la base de la pyramide de Maslow de l'e-commerce, on pourrait dire. Tout part de là, et après on peut rajouter des couches de différenciation, de personnalisation, tout ce que l'on veut. Donc ce point-là d'éco-responsabilité, c'est un vrai facteur de transformation. Et en synthèse, s'il fallait résumer finalement tout ce que l'on a pu mettre dans cette étude, les échanges que l'on a pu avoir avec les e-commerçants avec lesquels on a eu l'occasion d'échanger, cette génération Z qui devient de plus en plus majoritaire,
est en train de changer les codes. Elle nous impose ses codes, ses façons de faire, ses façons de voir le monde. C'est une vraie transformation. Alors pour les e-commerçants qui sont les plus en pointe, qui innovent quotidiennement, finalement c'est une transformation assez naturelle. J'aurais tendance à dire que pour certains, le choc peut être un peu plus compliqué, la transformation plus intense. L'e-commerce est encore jeune, mais on pense qu'il doit d'ores et déjà se réinventer, en tout cas sur certains aspects. Ce sont des challenges qui sont merveilleux parce que intéressants. On l'a vu, ces sujets sont top. Et voilà, je vous invite à en prendre connaissance. On va en discuter aujourd'hui. De beaux challenges pour une génération qui va transformer un peu l'e-commerce. Merci beaucoup François-Xavier, merci beaucoup Géraldine également pour cette synthèse de cette étude dont vous retrouvez les résultats complets bien sûr sur le site de la FEVAD et de KPMG. Mais en attendant, je vous propose qu'on revienne sur toutes ces informations-là en détail et en pratique avec nos invités de la table ronde. On remercie Géraldine à nouveau. Merci, Géraldine. On peut l'applaudir pour sa présentation. Et les équipes de KPMG, bien sûr, qui ont travaillé. Et je vous propose maintenant d'accueillir sur scène Francis Barrel, qui est directeur de PayPal, Selma Bekshi, qui est Chief Digital Acceleration Officer, Grégory Gazan, qui est Managing Director de Snapchat, et Laura Toledano, qui est General Manager de Zalando. Vous pouvez les applaudir et je vous invite à prendre place tout de suite avec ce magnifique jingle. Merci. Bienvenue à vous tous. Et on garde bien sûr avec nous François-Xavier qui va pouvoir également apporter son regard. Très heureux de vous avoir ici avec nous. Alors, on va tout de suite démarrer par un petit tour de table. Alors, je ne vais pas vous demander de présenter vos entreprises, je crois qu'ici tout le monde les connaît, mais plutôt de nous dire un petit peu ce que représente un peu cette Gen Z. Alors, à la fois en termes d'activité, par rapport à votre activité, vous avez compris, ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer par rapport à la clientèle traditionnelle pour mesurer effectivement la transformation qui est nécessaire. Et puis peut-être en termes de stratégie, parce qu'on l'a dit, on essaye de préparer demain et c'est une génération qui va prendre une place importante dans votre clientèle. On peut peut-être commencer avec Laura, avec Zalando. Oui, bonjour, donc Laura Toledano, je suis directrice générale de Zalando en France. Donc nous, très clairement, donc Zalando, quand même, pour donner un peu de contexte, a été créé en 2008 à Berlin. Donc c'est vraiment une entreprise, on va dire Gen Z, puisqu'elle est vraiment dans la période, mais créée par des millennials. Donc nous, on a toujours eu ce challenge de dire, OK, comment est-ce qu'on accompagne le futur et comment est-ce qu'on comprend les nouvelles habitudes de consommation. Et la Gen Z et les millennials, c'est la majorité de nos clients aujourd'hui. Donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de les comprendre et on est obligé de travailler avec eux. Nous, ce qui est évident, c'est que, on l'a dit dans l'étude, la Gen Z cherche un parcours d'achat extrêmement fluide. Et c'est pour ça que Zalando a mis la technologie vraiment à la base et à la fondation même de son entreprise. Donc on a la technologie comme ADN qui nous permet toujours d'être innovants et de pouvoir répondre au plus vite aux besoins de la Gen Z. Très bien, on va revenir effectivement sur tout ce que vous proposez avec cette technologie à votre clientèle Gen Z et à l'ensemble de la clientèle. Grégory, Snapchat, la Gen Z, vous connaissez, mais pas que. C'est une partie de vos utilisateurs. Mais dis-nous un peu plus sur ce qu'ils représentent aujourd'hui et en quoi ils influencent un peu la stratégie de Snapchat. Il influence énormément. Snapchat s'est créé sur cette génération, sur cette jeune génération. Donc, quand on regarde la France, aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes qui se connectent à l'application tous les jours. Sur ces 20 millions, il y a 7 millions, c'est des 13-24. Donc, c'est 90% des 13-24 en France sont sur Snapchat. Donc, ça fait de nous la première app. Mais elle est importante aussi dans le développement de notre technologie pour pouvoir séduire en fait les 2/3 de notre audience qui ont plus de 25 ans. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur cette génération-là, proposer des services, de l'innovation qui va servir forcément à continuer à travailler avec eux et à travailler sur le futur. Et je fais écho à ce qui a été dit tout à l'heure, cette génération aujourd'hui, elle a un pouvoir d'achat de 66 milliards en gros. Elle influence, et ça c'est sans compter l'influence des parents. Des parents, absolument. Et c'est très important aussi dans la capacité, c'est les consommateurs d'aujourd'hui. C'est aussi les consommateurs de demain, ça a été dit. C'est-à-dire que les vieux Gen Z, ils ont 24-25 ans. Leur pouvoir d'achat, il ne va le faire qu'augmenter. Et finalement, autant pour nous et pour les marques qui investissent sur Snap, c'est extrêmement important de construire sa notoriété, sa préférence de marque auprès de cette cible
qui a des habitudes médias qui sont quand même très très différentes de ce qu'on a pu connaître des générations avant. On va revenir là-dessus et effectivement on est très heureux de t'avoir ici parce que les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important. On va le voir dans la vie et la consommation de cette Gen Z. Alors, on va passer maintenant à Carrefour. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver de Carrefour pour parler de Gen Z, mais on va voir que c'est quelque chose auquel vous vous intéressez. Évidemment. Donc bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors effectivement, nous on va avoir une approche différente parce qu'on est une entreprise historique, mais la Gen Z, comme toutes les générations, elle se nourrit, elle fait des courses à la fois en magasin et en ligne. Donc pour nous, en fait, l'approche qu'on a, c'est que finalement, c'est un persona parmi les différentes audiences qu'on adresse, et on voit comment on s'adapte. Alors en France et dans l'ensemble de nos marchés, parce qu'on est aussi un groupe international et cette Gen Z, elle n'a pas le même poids au Brésil et elle n'a pas les mêmes attentes avec du social commerce qui est déjà développé là-bas. Mais c'est évidemment une population à laquelle on est attentive, notamment en e-commerce mais également en magasin. Et là, on va se faire écho à tous les sujets de comment on travaille nos parcours clients, comment on travaille nos systèmes de paiement, l'offre, les attentes de pouvoir d'achat et les attentes éco-responsables. Eh ben on va voir tout ça, Selma, merci beaucoup. Alors, quand on achète en ligne, évidemment, à un moment ou à un autre, il faut payer. Et souvent, on fait appel à PayPal. Et on a Francis Barrel. Francis, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que représente la Gen Z pour PayPal? Merci Marc, bonjour à tous. Alors, Grégory vient de le dire, en fait, les 18-25 ans, enfin ceux qui ont 25 ans, c'est les vieux Gen Z. Et donc nous, PayPal, on fait nos 25 ans cette année, donc on peut se considérer comme une vieille Gen Z. Et en même temps, on essaye d'innover constamment et d'aller justement au-devant des besoins des utilisateurs, quel que soit leurs âges. Alors en France, on a 14 millions d'utilisateurs, ce qui fait qu'on a une bonne partie des 18-25 ans, parce que pour le moment, PayPal, il faut avoir plus de 18 ans pour avoir un compte. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà des 14 millions en France, c'est qu'on a 70 millions d'utilisateurs Venmo aux États-Unis. Et Venmo, c'est l'app des millennials et de plus en plus des Gen Z, d'autant plus qu'on a lancé Venmo pour les 12-18 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut découvrir leurs habitudes de consommation et les accompagner dans tout leur parcours d'achat. Et Laura l'a dit, en fait, le parcours d'achat, l'expérience client, l'UX, c'est vraiment essentiel pour des jeunes utilisateurs qui sont finalement, c'est un peu un stéréotype, mais c'est vrai, sont de plus en plus impatients et ont besoin de facilité. Alors Géraldine m'a cité tout à l'heure sur le fait qu'on peut enregistrer son compte PayPal et payer partout sans avoir besoin de se réinscrire à chaque fois. Et c'est vrai qu'on est à la recherche constante de la sécurité, mais invisible, donc d'éliminer le mot de passe pour que les utilisateurs puissent payer toujours de manière sécurisée en confiance, mais de manière la plus fluide possible. Ok, on reviendra aussi sur ces éléments de praticité qui sont effectivement un élément caractéristique de cette Gen Z. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur ce que m'ont présenté Géraldine et François-Xavier, sur cette caractéristique de cette Gen Z, ce qui les caractérise, pour essayer de voir ensuite quels sont les leviers justement qu'on peut actionner pour essayer de les séduire. Alors déjà, on va commencer par le premier constat, c'est qu'ils consomment beaucoup sur Internet et ils consomment beaucoup sur mobile. Alors est-ce que c'est quelque chose par exemple que vous voyez chez Zalando? Est-ce qu'on voit vraiment une différence par rapport aux autres générations? Alors oui, très clairement, il y a plus d'appétence encore à télécharger l'app et à utiliser l'app. En revanche, ça reste quand même une tendance de consommation générale. L'app, c'est quand même la majorité de nos achats, toutes générations confondues. Ce qu'on va surtout voir sur la Gen Z, c'est cette volonté d'avoir une expérience d'achat extrêmement fluide. PayPal nous aide. On a développé d'autres produits, comme on en parlait tout à l'heure, BNPL, donc acheter maintenant, payer après. L'idée, c'est de reproduire en fait les conditions du retail offline sur Internet. C'est de dire, voilà, toute cette facilité, cette inspiration, cette facilité d'achat qu'on peut retrouver quand on se balade dans les rues et qu'on rentre dans un magasin avec un conseil, comment est-ce qu'on reproduit cette expérience en ligne avec toute la facilité, la livraison gratuite, le retour gratuit. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui va faire, nous, notre cœur le cœur de notre travail. Grégory, tu confirmes sur cette appétence. Est-ce que c'est une génération qui est, par rapport aux autres générations, plus impulsive dans ses achats? Puisque sur les réseaux, aujourd'hui, vous êtes devenus aussi des vecteurs d'achat. Donc, vous voyez bien, vous avez un bon poste d'observation sur les achats de cette Gen Z. Oui, tout à fait. On a une génération, en fait, qui est la première, et ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure, qui est la première, en fait, à avoir grandi avec les deux canaux, en fait. Ils n'ont pas connu avant. Ils n'ont pas connu avant. Enfin, ma génération, pas pour... on a eu ce côté online qui venait solutionner des frictions de notre expérience offline. Eux, en fait, ils ont cette fluidité qui a été partagée tout à l'heure par Géraldine entre le on et le off. C'est une expérience, il faut que ça soit une expérience unique. Ils consomment énormément sur leur mobile, ils ont un mode d'achat mobile. Nous, on n'est qu'une app, on a que l'app.
et j'ai partagé tout à l'heure les chiffres. Donc ils ont ce côté appétence, Laura l'a dit, pour l'app. Maintenant, ils sont 76% à valoriser l'expérience en magasin, à vouloir avoir de l'innovation en magasin, de l'interaction digitale en magasin. Donc ils sont vraiment dans ce mode, c'est une grande expérience qui n'est plus séparée comme nous on a pu le connaître dans les générations précédentes entre le on et le off. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler, puisqu'on a publié ces chiffres il y a 2 jours, sur les sites de e-commerce, les principaux sites de e-commerce, on a franchi une barre historique, puisque sur la vente de produits, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 60%. 60% des ventes qui sont faites aujourd'hui sur mobile, alors toute génération confondue, et on voit bien que c'est poussé notamment effectivement aujourd'hui par les jeunes. Alors l'autre caractéristique, ça a été évoqué par François-Xavier, c'est ce côté un petit peu pratique. Il faut que ce soit simple, rapide, sans doute parce qu'effectivement ils sont complètement à l'aise avec ces outils-là. Alors ça paraît quand même parfois un peu compliqué parce que le e-commerce c'est pas simple. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier au maximum et qu'est-ce que vous proposez justement pour essayer de faciliter? J'ai envie de voir avec Francis, parce que c'est surtout une des parties les plus complexes du e-commerce et celle du paiement, parce qu'il faut à la fois enregistrer le paiement mais faire que ce soit sûr. Voilà, on voit qu'ils continuent à utiliser beaucoup la carte, mais effectivement ils aiment bien le wallet. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous travaillez cette simplicité du parcours client? En fait, à la base du commerce, il y a la transaction, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est beau de faire du marketing, mais tant qu'on ne peut pas transacter, ça ne sert à rien. Et à la base de la transaction, vous avez la confiance. Et en fait, la confiance est l'équilibre quasi parfait entre sécurité et facilité. Laura en a parlé encore une fois, la facilité est essentielle pour des jeunes qui sont nés sur Internet, comme l'a rappelé Grégory aussi. Donc c'est vraiment une expérience fluide. Et en fait, donc, nous, on travaille avec des grands acteurs de la tech aussi pour faire disparaître le mot de passe, par exemple, pour aussi faire de la sécurisation invisible. Mais c'est au niveau de la simplicité aussi, tu viens de le rappeler, le fait qu'aujourd'hui, on ait 60% des transactions qui passent sur le mobile, alors que ce qu'on observait avant, c'était plus le panier était élevé, plus les gens passaient plutôt sur ce qu'on appelle le desktop, donc sur l'ordinateur, voire dans le monde physique. Si vous avez besoin de toucher, vous avez besoin d'observer. Par exemple, un billet d'avion ou un meuble n'était pratiquement jamais acheté sur un mobile. Et en fait, ce qu'on observe, c'est plus l'expérience est fluide sur mobile et sécurisée, plus les acheteurs vont aller sur mobile. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'avec le Buy Now Pay Later dont vient de parler Laura, c'est que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de gérer son budget, de diviser en 4 paiements sans frais, sans pénalité de retard, par exemple avec PayPal. Et donc, on peut acheter et son billet d'avion, et un matelas ou un gros meuble, et sans avoir besoin de passer du mobile au desktop. Donc, c'est vraiment ce côté sécurité, ce côté fluidité, ce côté aussi facilité de paiement aujourd'hui. Mais c'est pas simple parce que finalement, toutes ces mesures qu'on connaît, d'authentification, etc., qui ralentissent le process, sont aussi là pour sécuriser. Du coup, alors, comment j'imagine vous sacrifiez pas la sécurité parce que pour vous c'est essentiel, mais on arrive quand même peut-être avec des données, parce que là on a vu, je crois que François-Xavier en parlait, il y a une moindre sensibilité peut-être sur l'utilisation des données qui vous donne un peu plus de marge de manœuvre sur les aspects sécuritaires. Alors quand on parle de paiement et d'achat financier, en fait ce qui est essentiel c'est la sécurité, mais encore une fois il faut qu'elle soit invisible pour le client. Donc nous, PayPal, on récolte jusqu'à 1000 points de données par transaction, par exemple, mais ce sont des données qu'on va utiliser uniquement pour sécuriser la transaction. On ne va jamais les partager à l'extérieur, puisqu'encore une fois, la sécurité et le côté privacy sont essentiels pour nous. Après, tu viens de le dire, il y a certains jeunes qui, surtout la Gen Z aujourd'hui, on le voit avec Venmo, qui est autant réseau social que moyen de paiement aux États-Unis, où ils aiment bien partager leurs achats. Mais ça ne veut pas dire qu'ils partagent leurs informations financières qui ont servi à l'achat. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on le voit que ce soit avec Snap, avec d'autres réseaux sociaux ou d'autres messageries, puisque vous êtes autant messagerie que réseau social. En fait, ils aiment bien partager et leur enthousiasme avant et des conseils et l'achat après, mais à aucun moment ils vont dire, bah voilà, j'ai payé avec ma carte Visa numéro un tel. Donc ça, c'est en fait ce qui apparaît comme du bon sens de ne pas partager ces informations. Dès qu'on est sur Internet, paraît compliqué si on ne maîtrise pas la chaîne de sécurisation. Et nous, c'est notre ADN depuis 25 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les systèmes de paiement aussi peuvent utiliser des données qui sont laissées par les personnes, et on sait qu'ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux, comme des moyens de contrôle ou pas? Alors,
En fait, depuis la DSP2 en 2018, vous avez certains éléments sur ce qu'on appelle la sécurité renforcée ou la Strong Customer Authentication, la SCA. Et en fait, vous avez des informations qui sont possédées par le consommateur, par exemple des mots de passe, des informations qui sont, ou des éléments qui sont détenus par le consommateur, par exemple du mobile, du hardware, et aussi ce qu'il est, donc c'est sa biométrie. Et en fait, nous, on essaye d'utiliser ces ces éléments-là pour sécuriser la transaction, mais ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est qu'on va le faire au moment de la première transaction, et si l'utilisateur va revenir sur le même browser Internet via le même mobile, on va réussir à sécuriser ces informations pour éviter qu'il ait à redonner son mot de passe à chaque fois. On voit la data Donc, là, on rentre dans la technicité, mais encore une fois, je pense que tous ceux qui sont à la salle aujourd'hui et dans ce panel savent que, encore une fois, la fluidité, l'expérience client, l'UX sont tellement essentiels, et vous ne voulez pas casser l'expérience. Et je reviendrai à soit Zalando, soit même à Carrefour, on voit que le côté impulsif, que ce soit dans la mode ou que ce soit par exemple les bonbons qu'il y a soit en tête de gondole ou à côté de la caisse, le côté achat impulsif est essentiel pour faire du cross-selling, de l'upselling et tout. Et donc si vous cassez ça au moment de la chaîne de paiement, en fait vous cassez même tout le panier. Donc c'est vraiment cette fluidité qui est essentielle. Merci Francis. Laura, tu parlais tout à l'heure du Buy Now, Pay Later. Pardon. Ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne particulièrement bien avec la Gen Z. Oui, vraiment. Alors, pour moi, il y a vraiment deux produits différents. On a le Buy Now Pay Later, où le principe, c'est vraiment de reproduire les conditions du magasin online, c'est-à-dire que j'achète un produit et je ne paye que si j'ai envie de le garder. Et ce qui permet d'avoir des facilités. Donc, je le reçois chez moi, je l'essaie. S'il me convient, alors 18 jours après, je serai prélevé. S'il ne me convient pas, je le renvoie. Et du coup, je ne serai pas du tout prélevé. Donc ça, c'est vraiment une facilité. Et puis, il y a le paiement fractionné, qui est le paiement en 3 ou 4 fois, avec ou sans frais. Donc, voilà. Donc, et qu'on peut travailler, par exemple, bien sûr, avec PayPal. Et ça, c'est des choses qu'on voit énormément dans la Gen Z, qui, on le sait, adore la mode, adore les facilités de paiement, mais n'a pas, pour le moment, un budget si important. Donc, ils font quand même attention, ils sont très sensibles au prix. Donc, aider la facilité de paiement, aider leur cash management, c'est forcément un bon axe de développement. Alors, on n'a pas parlé de la livraison et là de la reverse logistique, mais François-Xavier, vous avez consacré aussi quelque chose là-dessus. Sur le retour, il se fait plutôt en point relais ou il se fait plutôt par la poste chez vous, chez cette génération? Alors, je n'ai pas l'information sur cette génération, très honnêtement. Je crois qu'ils utilisent pas mal les points relais. Je crois qu'ils aiment bien. Pour nous, au final, point relais ou la poste, ça reste un point où on dépose le colis. Donc, pour le client, ils ne font pas forcément la différence. Ouais. Donc, vous leur posez la question, est-ce que tu fais en point relais ou à la poste? Je ne sais pas, je le fais là où c'est à côté de chez moi. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir finalement, nous, ce qu'on essaie de garantir, c'est d'avoir soit la poste, soit un point relais, avec un énorme maillage territorial pour avoir cette facilité de retour pour nos clients. Très bien. Autre valeur importante pour cette Gen Z, c'est, alors tu l'as dit François-Xavier, c'est l'authenticité, mais aussi toutes les valeurs RSE. Alors on a beaucoup parlé de l'environnement, mais il y a aussi toute la dimension sociétale. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Par exemple, chez Carrefour, c'est quelque chose que vous voyez effectivement, cette sensibilité particulière à ces sujets sociétaux, environnementaux. Complètement. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a ça se traduit notamment dans l'alimentaire sur plusieurs sujets avec le bio, mais au-delà du bio, le local, le produit responsable. On a parlé aussi de seconde main un peu plus tôt, qui commence à arriver sur le domaine alimentaire. C'est 2 sur 3, je crois, qui ont acheté un produit de seconde main au cours de l'année passée. Et on voit des attentes de plus en plus fortes. Et puis on voit aussi l'évolution de nouveaux régimes alimentaires, du substitut aux produits carnés, vegan. Enfin, on voit tout ça émerger, ces tendances-là et ces produits qui prennent de plus en plus d'importance. Et par contre, moi, un des points que je voudrais mettre en avant, c'est toute la difficulté finalement dans l'acte d'achat, puisqu'en fait, il y a des attentes fortes, mais pas toujours les moyens. Et dans un contexte comme celui qu'on a actuellement, qui est particulièrement inflationniste sur l'ensemble, en fait, en France, mais dans l'ensemble du monde, ça introduit de plus en plus de contradictions, c'est-à-dire une envie d'acheter responsable, sain, équilibré, mais avec un souci de pouvoir d'achat fort. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une génération qui ne travaille pas aujourd'hui forcément. Donc, nous, répondre à ces enjeux, c'est évidemment clé. Alors, j'ai envie de dire, là où ça tombe bien, c'est que nous, la transition alimentaire pour tous, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années. Et une des illustrations, en fait, c'est comment on répond à ce genre d'enjeu, c'est les marques propres.
C'est-à-dire aujourd'hui, avec nos réseaux de filières qualité, nos propres produits bio, on est capable de développer et d'offrir des produits qui vont répondre à ces enjeux-là, avec des prix qui sont 30% moins chers qu'une marque nationale, et on les voit se développer fortement auprès de cette génération-là. Et la seconde main, alors on est moins évidemment exposé au non-alimentaire, mais on le voit aussi parce qu'on travaille avec un certain nombre de startups et on est partenaire par exemple d'Underdog qui développe du seconde main sur du reconditionné du coup sur de l'électroménager, etc. Et on voit que ça prend de plus en plus. Et puis c'est une façon aussi d'acheter efficace. Mais on reviendra là-dessus, parce que finalement, cette sensibilité, et c'est une bonne chose, elle se diffuse à l'ensemble de la population, même si c'est Gen Z, effectivement, y est sensible. Ce qui différencie, par contre, et ça a été dit, c'est qu'elle est très vocale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper. C'est-à-dire que le green bashing, il ne vous pardonne pas, hein, Laura, c'est vraiment... Oui, alors très clairement, la Gen Z, moi, ce qui fait la différence, c'est qu'elle est très engagée. Et par exemple, on a beaucoup travaillé avec l'Institut français de la mode l'année dernière, justement parce qu'on essaie toujours d'aller directement aux consommateurs. Donc on a travaillé avec des étudiants sur nos marques propres, justement, exactement dans ce contexte-là. On sait que la Gen Z n'a pas forcément les moyens. Donc comment développer des marques propres qui ont un bon positionnement prix, mais qui répondent à leurs critères mode et aussi aux critères d'éco-responsabilité. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé avec eux. Ils sont super vocaux, ils sont super engagés, mais ce qui donne une richesse et une passion qui est assez incroyable et qui nous a permis vraiment de développer des marques propres et d'aller beaucoup plus loin. Donc par exemple, on vient de lancer Zine Studio, qui est une de nos marques propres avec un positionnement un peu plus élevé, mais on travaille sur des matières recyclées, comme par exemple du simili-cuir à base de marc de café. Donc on essaie vraiment d'aller sur l'innovation et répondre à cette dualité prix, même c'est plutôt en triptyque, même c'est prix, mode et engagement. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ce n'est pas uniquement, je trouve, sur l'éco-responsabilité, c'est aussi sur la diversité et l'inclusion. Ils sont engagés aussi dans cette volonté d'avoir un panel représentatif de la population. Donc ça doit, nous, on le reflète bien sûr en interne, de la façon dont on emploie les femmes dans la tech, etc., mais également dans toute notre communication. Donc on se doit en ligne, sur nos fiches produits, d'avoir une diversité d'âge, une diversité de culture, d'origine, etc. Et aussi dans nos campagnes marketing, où on doit pouvoir représenter toute la population pour que tout le monde puisse se sentir inclus. Et ça, c'est vraiment une demande très, très forte de la Gen Z, qui est parfois un peu... Franchement, c'est un challenge, mais on est content parce que ça nous pousse toujours plus loin. Et c'est cette génération, finalement, qui nous pousse à innover et à toujours se reposer des questions et aller de l'avant. Donc, c'est plutôt très positif. Ouais, et je pense que tu as raison de souligner, effectivement, que l'engagement RSE, c'est à la fois l'environnement, mais on voit effectivement tout ce qui est lutte contre la discrimination et quelque chose qui est très important, sans doute peut-être encore plus, je pense, en termes de valeur chez cette génération. Alors, ils sont très RSE, très lutte contre la discrimination, mais ils sont aussi des gros consommateurs. Hein. On l'a vu, ils consomment notamment beaucoup sur Internet. Alors, il y a deux choses qui ressortent dans l'étude. C'est d'un côté, c'est un peu la génération système D. Hein. Ils essayent par tous les moyens de trouver des moyens de consommer, ce qui montre qu'ils ont envie de consommer. Et puis, il faut le dire aussi, hein, c'est aussi des clients de la fast fashion. Il y a quand même une sorte de contradiction là-dedans. Je ne sais pas qui a envie de réagir sur cette contradiction de cette Gen Z. Peut-être François-Xavier, toi qui as travaillé sur le sujet. On l'a vu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah non, on n'entend plus. Non. On l'a vu, on vous a écouté, effectivement, elle est très paradoxale cette génération. Donc, elle manque un petit peu de moyens aujourd'hui, mais elle a envie de consommer. Elle a envie de consommer responsable quand elle rentre en boutique, mais peut-être qu'en caisse, je sais pas, chez Carrefour, effectivement, le panier est peut-être un peu différent à la sortie. Elle est peut-être pas très adepte aux promotions un peu à l'ancienne, au système de fidélité classique aussi. C'est ce que ça, on l'a beaucoup vu. Donc, pour les marques, pour les commerçants, il faut se réinventer aussi. Après, effectivement, quand il faut faire des choix, peut-être qu'elle les fera moins avec du prix classique et de la promotion, et elle ira chercher finalement des alternatives, que ce soit la seconde main, que ce soit de la revente entre pairs ou ce genre de choses, ce que l'on voit. Francis, un mot là-dessus? En fait, François-Xavier, on a parlé aussi tout à l'heure lors de l'étude, et Laura longuement maintenant, c'est-à-dire que le côté éthique est essentiel, et le côté transparence. Et c'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure de la transparence sur Venmo, où entre amis, ils vont partager tous leurs achats. Mais du coup, cette transparence, elle est demandée par les utilisateurs, aussi bien au niveau de est-ce que c'est consommé ou produit sur place, est-ce que quels sont les fondateurs aussi. Ils vont essayer de regarder quelle est l'histoire
de tous les fondateurs. Et encore une fois, il y a toujours cette notion de fin du monde versus fin du mois. Et Selma vient de le rappeler, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous donnez de la qualité du bio que ça doit être aux dépens du prix et ou de la qualité. Donc c'est toujours cet équilibre aussi. Et donc ils vont essayer de trouver et la transparence et la qualité et le prix, ce qui fait beaucoup de contraintes et pour les marques qui doivent s'adapter et du coup pour les produits aussi qui doivent arriver à être presque parfois faits juste pour cette génération-là aussi. Donc vous voyez une équation qui n'est pas forcément facile à résoudre et je vous propose justement qu'on regarde un petit peu, maintenant qu'on a un petit peu détaillé les caractéristiques et le portrait type de cette Gen Z, de voir un petit peu justement comment vous, commerçants, vous devez adresser à la fois ces contradictions mais également ces tendances de consommation nouvelles. Et alors du coup on voit qu'un des leviers indispensables c'est les réseaux sociaux. Je crois qu'en moyenne, ils sont sur 4 réseaux sociaux, ce qui est juste énorme. Même 4,5, je ne sais pas comment on fait un demi, mais bon, voilà. Grégory, ça c'est vraiment quelque chose qui les caractérise, cette utilisation des réseaux sociaux. Ouais, comme le reste, ils ont leur réseau en fonction de leur usage premier. Donc, il y a aussi Parage, je crois qu'ils ont... Parage, Parage, après nous on a la spécificité d'être effectivement une messagerie de communication à la base et on est à la frontière du réseau social, ça m'a fait plaisir d'entendre tout à l'heure. Mais ils viennent d'abord, en fait, leur première raison de venir sur Snap, c'est d'engager avec leur cercle proche. Donc ils sont 75% à dire je viens pour ça. On a regardé le parcours d'achat parce qu'on essaie d'accompagner nos clients en fait, dans la compréhension de cette génération. Ils sont 80% à demander l'avis dans leur cycle d'achat, de leur cercle proche. Et en fait, on aime bien parler chez Snap de vrais amis, réelle influence, parce qu'on constate qu'entre les créateurs, on a aussi des Snapstars sur Snap, cette communauté de créateurs, mais l'avis d'une personne proche va être 5 fois supérieur en termes de crédit à l'avis en fait, d'un influenceur lambda que je ne connais pas. L'autre innovation qu'on a lancée en avril, qui est en train de vraiment changer aussi, c'est qu'ils sont adeptes, on l'a vu pour leurs données, on l'a vu de la personnalisation. Ils ont envie en fait qu'on leur amène des solutions qui sont personnalisées. On a lancé chez Snap My AI, donc mon intelligence artificielle, qui est en fait un chatbot amical de communication. On l'a lancé en avril, on est aujourd'hui à 150 millions de personnes qui l'utilisent, donc ce qui fait un des plus gros chatbots consommateurs au niveau global. C'est 10 milliards de conversations. Et on voit qu'en fait, les indicateurs, le côté intention marketing, le marketing de l'intention est en train de changer. Et ils communiquent énormément avec des intelligences artificielles qui vont pouvoir leur proposer en fait, d'adapter des messages, de répondre à leurs questions de manière personnelle et de les amener en fait, sur de la consommation encore ou de la vie qui est encore différente. Donc il y a le cercle proche, les amis, la famille, mais qui représentent en fait, en termes de qualité d'influence, quelque chose d'extrêmement fort. Et on voit qu'il y a de nouvelles technologies qui sont en train de se développer très très rapidement sur la capacité en fait de les accompagner dans un parcours d'achat, dans un parcours décisionnel. Donc finalement, il y a tout ce marketing de l'influence qui est en train de prendre une place juste incroyable. Dans l'étude, on voit que majoritairement, ils sont plus sensibles aujourd'hui aux avis qu'à la publicité télévisée, ce qui montre le pas qu'on a franchi. Du coup, vous, les annonceurs, j'ai envie de me tourner vers les annonceurs, ça change complètement votre stratégie marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Peut-être les influenceurs aussi. Comment est-ce que vous gérez ça? Ça représente quoi aujourd'hui à peu près en termes d'investissement et sur vos approches marketing? Alors, peut-être si je commence. Alors, nous, c'est vrai que c'est un challenge, puisqu'on n'est pas un réseau social en tant que tel. Et il est assez rare, et d'ailleurs, ça n'a pas existé jusqu'à présent, une plateforme qui sait à la fois gérer la transaction et gérer l'inspiration. Et donc, nous, c'est un peu le challenge qu'on se met. Comment on peut être cette plateforme qui à la fois inspire, donne envie, influence et en même temps transforme. Et donc, on s'est beaucoup inspiré du monde de la musique, qui sait très bien le faire, où il y a beaucoup plus de curation. Par exemple, un Spotify est extraordinaire pour ça. Vous vous connectez, en écoutant une ou deux musiques, tout de suite, il va vous proposer exactement la bonne playlist. Et donc, nous, c'est un peu notre ambition. Et c'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs choses pour apporter cette inspiration directement sur notre plateforme pour la transformer. Donc à la fois... Et ça, c'est vous créez votre propre réseau finalement. On crée notre propre réseau, notre propre communauté, et grâce à la technologie et à l'inspiration et au contenu. Donc d'un point de vue technologique, par exemple, on va demander à des influenceurs de venir faire leur shopping sur Zalando, de créer leur look, et on pourra cliquer
Et en un clic seulement, vous pourrez acheter la tenue complète de votre influenceur. Vous pouvez suivre vos influenceurs, le partager avec vos amis et donc recréer l'influence directement sur la plateforme. L'autre élément... On a le côté pratique plus le côté réseau social, communauté. Exactement. Et en plus, on a aussi le côté un peu plus européen global, puisqu'on peut suivre tous les influenceurs de d'autres pays. Donc, vous découvrez d'autres influenceurs, d'autres styles, des Nordiques, de l'Italie, de l'Espagne, de la France. Et du coup, ça crée aussi une diversité dans les looks. Et on sort un petit peu du côté soit franco-français, soit très italien. Donc là, ça permet de donner une certaine ouverture d'esprit aussi à nos clients. Et la deuxième chose qu'on a lancée récemment, c'est notre partenariat avec High Snow by Tea, qui est donc une agence mode assez influente. Et ils ont créé les stories sur Zalando. Donc en partenariat, on a directement sur notre site du contenu qui est un contenu majoritairement lié à la mode, mais qui peut être sur de la musique, sur de l'art, bien sûr avec l'ambition de transformer, mais qui est fait sous forme de story. C'est-à-dire que vous allez dessus, vous cliquez, et en fait, c'est des courtes vidéos, de courtes informations qui vous redirigent soit vers un article, soit vers des fiches produits directement, ce qui permet d'inspirer directement et de garder le client sur la plateforme le plus longtemps possible. On sait qu'aujourd'hui, l'enjeu de la Gen Z, c'est aussi de réussir à la fidéliser. La Gen Z, elle va un peu partout. Alors, en France, c'est souvent le cas. Nos consommateurs aiment bien aller voir toutes les marques, toutes les plateformes, etc. C'est encore plus fort sur la Gen Z. Donc, notre enjeu de fidélisation, de rétention de ces consommateurs, de faire passer du temps sur nos plateformes, c'est vraiment l'enjeu de demain. Donc, on doit aujourd'hui construire les fondations pour que demain, ils continuent à acheter chez nous. Peut-être Francis, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui dans la partie Customer Service, par exemple? Alors, nous, on est contactés régulièrement par des consommateurs qui ont des questions sur PayPal ou pour des commentaires. Mais vu qu'on est dans le côté privacy, on ne peut pas évidemment communiquer directement sur le réseau social. Donc, on va les amener à nous contacter par DM et à les amener. Après, au niveau de la communication sur PayPal, c'est vrai qu'on a la chance, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'on est des vieux Gen Z, d'avoir 25 ans d'existence. Donc la notoriété de PayPal est assez forte, là où on va essayer de travailler plus sur le côté expérience client et explication des produits. Et ça se fait difficilement via les réseaux. On va le faire par des vidéos aussi, comme vient de le dire Laura. Mais c'est vrai que... on cherche comment mieux communiquer sur les réseaux. Selma, vous allez arrêter vos investissements publicitaires télé, vous basculez tout sur les réseaux sociaux? En fait, on continue tout, parce que je vous disais, nous, on adresse tous les clients et tous les consommateurs, mais effectivement, ça amène à des vraies réflexions sur nos codes marketing et nos leviers de communication. Donc la présence de Carrefour sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup progressé. Alors je prends un exemple très concret au Brésil. On a une assistante, Karina, qui offre une quinzaine de services via WhatsApp. En France aujourd'hui, en fait, alors c'est aussi d'ailleurs pour les magasins, tous les hyper maintenant, ils avaient déjà une présence sur Meta et ils sont présents sur TikTok. Ouais. Et on travaille maintenant aussi avec des influenceurs auprès de cette génération Z pour mettre en avant, par exemple, nos marques propres ou nos solutions. Donc c'est vrai qu'on est totalement obligé de se réinventer finalement dans nos codes, nos échanges. Et par rapport à ton point tout à l'heure, nous aussi, on travaille nos propres communautés. Donc on a initié, il y a quelques mois maintenant, on a lancé une communauté Carrefour en ligne où on permet finalement l'échange entre de consommateurs, de bons plans, de bonnes recettes, d'idées, etc. Et on anime ces communautés-là. Et quand on communique avec eux, effectivement aussi quand ils sont sur notre site, on travaille la façon de communiquer et d'échanger. Et là, je ferai l'écho de ton propos. On a, depuis le mois de juin, un chatbot qui s'appelle Opla sur l'intelligence artificielle, qui vous accompagne pour vous faire des suggestions de paniers, fonction en fait de vos envies, de vos attentes, de vos budgets. Donc effectivement, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveaux sujets qu'on doit appréhender. Et ce qui est très positif, c'est que finalement, on se réinvente collectivement, et ça adresse la Gen Z, mais ça adresse aussi finalement des gens qui sont très curieux dans d'autres générations. Alors, le temps s'écoule très vite, donc on va devoir accélérer un petit peu. Il y a ce phénomène de la vidéo, dont on a parlé avec des formats spéciaux. J'aimerais juste qu'on passe rapidement sur, parce qu'on a la chance de vous avoir, sur ces nouvelles expériences shopping. Vraiment en 2 mots. Alors, j'ai envie de parler de Meta. Selma, vous y êtes collée. En 1 mot, je sais que c'est compliqué. C'est quoi le bilan de cette expérience Meta? Alors, je ne sais pas si je vais sur un bilan, parce qu'on est toujours en train d'expérimenter. C'est-à-dire qu'on s'est lancé il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi sur le métaverse, le Web 3.
Alors avec une présence c'est pas de l'achat dans le métaverse, mais c'est plutôt une présence et qui était responsable avec des drops de NFBs, donc des NFT pour supporter les abeilles qui aident à la biodiversité. Donc on a eu des incursions comme ça, et puis aussi pour toucher cette génération dans les recrutements, c'est-à-dire qu'on fait aussi des recrutements dans le métaverse. Et là où je disais qu'on n'a pas fini, c'est pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une collaboration avec un de nos fournisseurs, le Petit Marseillais, 360, donc elle est en magasin, en ligne sur nos sites classiques et dans le Web3. Voilà, donc on travaille ces sujets-là et on continue. En fait, on teste, on est dans une approche de test and learn. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est ça, on se prend qu'il n'y a pas le choix, ces innovations, elles sont là. Ouais. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? C'est difficile à prévoir. Par contre, on teste, on expérimente et on ne veut pas se laisser distancer. Ouais. Grégory, la réalité virtuelle, alors on sait que ça, c'est quelque chose vraiment qui parle beaucoup à cette Gen Z, qui est un peu la génération gaming, qui a fait beaucoup de jeux vidéo. Là aussi, en 2 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a une approche, un parti pris fort chez Snap, c'est d'augmenter le monde réel en fait via de la réalité augmentée. Et donc, au travers de son téléphone, de miroirs, de réalité augmentée, de tablettes, on va pouvoir faire de l'essayage virtuel dont a parlé Géraldine tout à l'heure. C'est la capacité, on a commencé avec les lunettes, ensuite on est avec des montres. Aujourd'hui, on a une qualité qui est incroyable sur les chaussures, de pouvoir essayer tous les modèles, de détecter les tailles. Et on se rend compte que, ce que je disais tout à l'heure, ils sont quasiment 90% à vouloir des expériences interactives en magasin. Donc on a développé aussi des miroirs de réalité augmentée. On va pouvoir en fait essayer des vêtements. Alors le rendu est encore en train d'être travaillé au niveau qualité. Mais tous ces éléments-là font qu'on est en train de repenser complètement ce qu'on appelle le AR shopping, donc une nouvelle manière de consommer et de s'engager. On voit que les taux de conversion sont bien plus élevés que par la normale. L'engagement avec la réalité augmentée, Carrefour l'utilise pour énormément de campagnes. Il est énorme, on est entre 15 et 20 secondes d'interaction avec la marque, on est à 2 secondes, on le sait, en moyenne sur de la vidéo classique. Et la dernière chose, et on en a parlé tout à l'heure, c'est les retours sont 3 fois inférieurs à ce qu'ils sont d'habitude. Donc pour la planète, pour la marge de nos clients, c'est des éléments extrêmement importants. Tout à fait. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont décrites effectivement dans l'étude, la crypto-monnaie, enfin on voit bien que c'est vraiment une génération qui pousse énormément et qui pousse à l'innovation, et avec beaucoup de test and learn, comme ça a été dit par Selma. Là, il est temps maintenant de conclure. François-Xavier et Géraldine vous l'ont dit, on a voulu aussi que cette étude soit le plus didactique possible, et donc vous avez une checklist des choses à faire si vous voulez vraiment parler à cette Gen Z. Il y a une quinzaine de cases à cocher, vous les regarderez. Je voudrais qu'on profite des invités un peu, vous nous disiez chacun votre top 3 dans cette checklist. S'il y a 3 choses à faire en priorité, c'est quoi? On commence avec toi, Laura. Alors, très clairement, la première chose, c'est l'expérience client fluide et sans friction. Je pense que ça, on l'a tous compris. C'est la chose la plus importante. La deuxième, je dirais, c'est quand même l'inspiration, l'influence, l'inspiration directement sur nos plateformes. Et la troisième chose, je dirais, c'est la transparence. On a cette responsabilité aussi en tant que plateforme mode d'aider nos clients à faire des choix avertis. Donc la transparence, vraiment en termes d'éco-responsabilité, de circularité, etc. Grégory? On va en avoir des communs. La transparence, l'authenticité, c'est clé pour cette génération. On ne peut pas faire autrement. Ils sont dans cet univers-là. La créativité, la fluidité du on, du off, cet univers, il est indispensable. Il faut être créatif si on veut pouvoir leur parler et s'ils veulent engager. Et puis le dernier pour moi, c'est plutôt l'éco-responsabilité, parce qu'on voit une énorme augmentation de cette prise de conscience. Alors, éco-responsabilité, responsabilité sociétale, sociale, tout ça, en fait, c'est extrêmement important pour Snap et puis pour les utilisateurs. Selma? Alors, au risque de me répéter, parce que j'avais à peu près... Plus on arrive à la fin, plus c'est compliqué. J'avais à peu près les mêmes, c'est-à-dire, alors, dans le désordre, mais la communication authentique, transparente, c'est clé, parce que, voilà, il faut être sincère, en fait, dans cette communication et dans ces échanges-là, avec plein de nouveaux canaux, mais sincères. L'expérience client, effectivement, la fluidité du parcours depuis quand on arrive à la constitution du panier jusqu'au paiement, avec toutes les options possibles, et ensuite l'expérience qui se poursuit dans la livraison rapide, express, voilà, toutes ces facilités-là, et effectivement tous ces enjeux sociétaux, éco-responsabilité, auxquels j'ajouterais, il faut y répondre tout en prenant en compte tous ces enjeux de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il y a une envie, mais il y a aussi une réalité. Et là, c'est ce défi, comment on accompagne pour les aider à adresser cette Merci, contradiction. Selma.
Francis, c'est toi qui conclue. Je vais me répéter Enfin, aussi, mais l'expérience client et l'expérience de paiement, numéro 1. Numéro 2, l'aide au budget, que ça passe par le buy now, pay later, le paiement fractionné selon la définition, ou les marques propres pour justement accompagner le budget. Et le dernier, encore une fois, comme l'ont dit mes copanélistes, l'authenticité, la communication, la transparence pour pouvoir rassurer. Merci beaucoup François-Xavier. Juste le mot de la fin. Je ne suis pas e-commerçant, donc j'en rajouterai pas là-dessus. Effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de transformation d'ores et déjà, et c'est une transformation interne, transformation dans les pratiques, donc il y a un peu de boulot. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence. Je vous rappelle, l'étude, elle est téléchargeable, elle est pour vous, on l'a pensée pour vous. N'hésitez pas à la consulter et surtout à l'appliquer. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Paris Retail Week. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.